on profite de la présence de Denis. Denis, la dernière fois que tu as monté un spectacle, il s'appelait Printemps. Ce spectacle-ci s'appelle Rêve d'automne, hashtag le bal des saisons. Printemps, c'était au sortir du Covid, ça parlait du désir de se toucher à nouveau. Dans Rêve d'automne, il est beaucoup question de corps aussi, des corps qui se cherchent, des corps qui s'échappent. Est-ce que je me suis franchement posé la question du traumatisme de l'après-Covid. Est-ce que tu te sens encore dans un trauma de l'après-Covid ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont présidé au choix de Rêve d'automne? Non, bonsoir, messieurs, dames. Non, pas du tout. Enfin, moi, j'avais même pas remarqué que j'avais monté un spectacle qui s'appelait Printemps, après le suivant qui s'appelait Rêve d'automne. Donc, mais oui, après, bien sûr, non, il n'y a pas du tout de trauma. Après, c'est sûr que comment on se désire, comment on se touche, comment on arrive à le dire, comment on le raconte, et du coup, par-dessus tout ça, quand on parle de comment on se touche et comment on est vivant, la question d'après ou la réflexion d'après, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ça sera plus le cas. Donc, soit quand on se touchera plus, soit quand on s'aimera plus, soit quand on sera mort. Donc, oui, c'est des... Mais non, il n'y a pas de traumatisme. Mais oui, il y a peut-être légère obsession, par contre, éventuellement. Mais non. Obsession pour le corps, obsession aussi peut-être pour la mort. J'ai parlé du bal des saisons parce que ça parle du temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est aussi la mort qui avance. La mort, c'est aussi un sujet qui t'accompagne esthétiquement depuis un certain nombre de spectacles. Mais c'est rarement un sujet seulement triste pour toi. Non, parce que fondamentalement, je pense que le théâtre parle toujours un peu de la mort. Et puis que, en tout cas, ce qu'on peut faire avec la mort au théâtre, c'est parler de comment on vit, si je vais être un peu bête, mais surtout comment les vivants éventuellement parlent de la mort. Parce que, bon, la mort, moi, je ne sais pas très bien quoi en dire, à vrai dire, mais forcément que ça nous habite sans doute les uns les unes et les autres. Mais oui, songer à la mort, c'est se souvenir de l'acuité gigantesque de chaque instant, et donc de la vie, et donc du désir, etc. Et donc, c'est se demander à quel point, qu'est-ce qu'on fait des minutes, secondes, heures, jours, j'espère longues années, qui nous séparent de la mort. Comment on les remplit, comment on les vit, comment on est d'accord de l'intensité qu'elle pourrait avoir ou ne pas avoir, et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'intensité, puisque j'imagine que tout le monde est plutôt content quand il y a de l'intensité. Et donc, c'est ça que, en tout cas, que le théâtre peut raconter. C'est cette intensité ou la volonté ou le désir de cette intensité. Et puis, cette pièce, elle raconte ça très, très fort, quoi. Quand bien même c'est une pièce relativement, disons, comment dire, calme, enfin on pourrait dire calme en apparence, parce que c'est une pièce très agitée à l'intérieur, enfin j'espère, mais je crois que c'est surtout le désir aussi de l'auteur de raconter ça, et comment le temps, d'ailleurs c'est évidemment, on le sait toutes et tous, c'est assez subjectif, puisque là dans cette pièce, même le temps qui nous sépare de sa mort, il change pour les personnages, et puis tout d'un coup, d'une minute à l'autre, il y a des années qui se sont passées, mais pas comme dans une ellipse classique de cinéma ou de narration romanesque, mais comme tout d'un coup, là, le personnage de l'homme, du fils, quoi, il sort et les 20 secondes après, sur le même plateau, dans la même lumière, dans la même scène, les femmes disent qu'il est mort, comment il est mort, on a l'impression que ça s'est passé il y a longtemps. Et le théâtre permet ça, mais le théâtre compresse aussi ou accélère les sensations et puis j'allais dire les battements de cœur, mais c'est ce que ça permet, au-delà de la poésie, bien sûr, de la narration. Mais c'est comment en fait le temps, c'est probablement une question de sensation, puisqu'on le sait bien, toutes et tous, tous les jours, on dit « Ah, c'est une journée qui a passé vite, ah, c'est une journée qui a passé lentement », ou « Les vacances ont passé trop vite », ou etc., ou l'inverse. Enfin, voilà. Peut-être, bon, l'inverse, c'est un peu triste, mais ça peut arriver. Et voilà, donc et le théâtre permet de dilater ou de compresser ce temps, ou en tout cas la sensation que les personnages ont de ce temps, et cette pièce parle de ça, je crois. Enfin, aussi, ou permet de montrer, plutôt que de parler de ça, de le ressentir. Même si les personnages théorisent un peu sur ces questions, surtout la mère, de manière un petit peu obsessionnelle et en boucle, comme on dit dans notre jargon, mais c'est surtout des sensations. Avec ce paradoxe que quand on dit que
que le temps passe trop vite et tout ça, c'est encore du temps perdu, fondamentalement. Enfin, c'est du temps de vie perdu. Et donc, c'est un paradoxe. C'est sûr qu'on est un peu perdu à cause de ce temps qui ne coule pas normalement. C'est pas que le temps, il y a une espèce d'indécision complète, il y a un flou, même concernant les personnages et concernant toute la pièce. Il n'y a rien de concret chez Jon Fosse, c'est toujours un petit peu abstrait. Et on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur passé, on ne sait pas où ils vivent, on ne sait même pas de manière tout à fait sûre s'ils sont en vie. Et moi, je me demandais si ça, c'était un obstacle à la mise en scène ou si c'était un tremplin. Non, enfin, c'est pas tellement un obstacle, mais au fond, oui, on ne sait pas grand-chose d'eux, mais les situations qu'ils vivent, elles sont quand même elles sont pas quotidiennes, évidemment, mais elles sont quand même assez repérables et concrètes et simples pour j'espère, hein, qu'on s'y identifie. C'est pas un théâtre oui, c'est un théâtre mystérieux parfois, mais c'est pas du tout un théâtre abstrait. Enfin, on a tous, j'espère, aussi été dans le trouble d'un moment de rencontre où on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire, on sent bien que l'autre, on pense à la place de l'autre, on ne sait pas s'il nous aime, tous ces trucs-là. Et c'est à la fois, dans cette écriture, c'est très simple, au fond, comme c'est raconté. Sauf qu'il est, comme je l'ai dit, il étire un peu le temps, et puis il fait que le trouble, il s'installe de manière très, très subtile, habile, et cette écriture est très belle pour ça, je trouve. Puis après, bon, les arrière-plans, on va dire, concrets, qu'est-ce qu'il fait comme métier, d'où ils viennent, à quelle époque ça se passe, tout ça. On voit que ça se passe aujourd'hui, il y a des voitures, des téléphones, bon, plutôt au Norvège, il y a des fjords, enfin bon, ça c'est égal. Mais il y a assez de choses auxquelles on peut s'accrocher pour qu'on ne soit pas perdu. Je veux dire, mais on n'a pas du tout essayé d'éclairer ça. Moi, je me suis jamais posé la question de ce que faisaient l'homme et la femme comme travail, parce que je vois pas très bien ce que je peux en faire. Et puis je trouve que c'est pas intéressant de le raconter, même par le costume. Le costume est il y a un costume un peu plus particulier chez la femme, mais qui essaie de raconter justement qu'elle est inracontable. Puis lui, bon, ben, le costume un peu plus, il sort un peu de chez lui. Ça sert à rien de définir, même sociologiquement, trop précisément d'où ils viennent. On a l'impression que c'est une espèce de middle class. Bon, voilà. Mais c'est pas une pièce là-dessus. C'est pas une pièce sociale dans ce sens-là. Donc, faut essayer de raconter autre chose, mais d'avoir suffisamment d'éléments clairs et concrets. Il y a aussi peu d'accessoires, il y a peu d'action. Enfin, c'est une pièce il y a aucune action, enfin, dans cette pièce. Oui, sauf l'action, c'est d'aller à un enterrement, mais c'est tout. Il y a pas de truc quotidien. Mais en même temps, c'est réel. Enfin, c'est réel. On se repère, quoi. C'est pas, on est dans un cimetière, puis des gens se causent dans un cimetière. Mais à partir de là, il se passe. Enfin, il n'y a pas d'action. Et c'est ça qui est assez magnifique. J'espère pas trop ennuyeux, mais magnifique et super passionnant à faire, au fond. Enfin, pour moi, en tout cas. Il n'y a pas d'action, mais il y a quelque chose du quotidien, tu le disais. Il y a des discussions qui sont celles d'une mère avec son fils, de deux amants. Et on sent que tu as travaillé ça. Et peut-être que tu as travaillé ça aussi avec l'humour. Il y a de l'humour dans ton spectacle qui n'est pas immédiatement là dans le texte. Ah voilà, les comédiennes et les comédiens, on ne les reconnaît plus hein, quand ils sont comme ça. Installez-vous un peu où vous voulez. Isabelle Caillat, Marie-Madeleine Paquier. Voilà. On a commencé la discussion, on en était à l'humour qui n'est pas forcément évident à la lecture de la pièce, mais qui Roland Vouillot. Roland Vouillot. Oui, enfin moi j'étais assez... Pardon, je réponds encore moi oui. Vas-y. Peut-être Marie-Madeleine voudra en parler peut-être. Ben, moi j'étais frappé, mais grâce à elles et eux, aussi entre autres à Marie-Madeleine qui porte plus ce côté comique, quoique pas seulement, mais j'étais frappé dans les répétitions que cette chose comique m'apparaissait beaucoup plus qu'à la lecture. Bah, c'est aussi des décisions de mise en scène qu'on a prises avec les actrices et les acteurs et avec Marie-Madeleine. Et immédiatement, il nous a apparu que cette mère avait quelque chose de profondément humain et tragique et drôle, parce que cette obsession à remplir le vide, parce qu'elle est troublée, parce qu'elle est triste, parce qu'elle est déchirée, mais parce que on a tous connu ça, enfin, des personnes qui essaient de remplir autour de nous. Et ça peut être un peu
fatigant, exaspérant, insupportable, et en même temps ça cache évidemment quelque chose de probablement tragique, quoi. Et oui, mais aussi même le couple au début, cette maladresse ou cet emprunt ou ces choses un peu étranges, c'est assez touchant. C'est pas à mourir de rire évidemment, mais on peut tous s'y reconnaître, je crois, en partie. Et donc il y a quelque chose d'assez assez drôle, assez fragile, quoi. Mais c'est assez fort, je trouve, de la part de l'auteur, après je laisse parler les acteurs et les actrices, de réussir à raconter cette chose très 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 profonde, avec une chose qui est tellement, avec lesquelles on peut s'identifier. Je parle de l'humour toujours, et dans ce cimetière, dans cet enterrement, dans tout ça, dans cette chose épouvantable d'être présentée à ses nouveaux beaux-parents, puis d'être jamais présentée. Enfin, c'est au moins 20 minutes avant qu'elle se fasse présenter, puis encore à moitié, etc. Enfin, donc c'est sûr qu'on a pu repérer tout le temps de malaise, et donc c'est drôle, quoi. Et c'est très finement écrit pour que ça soit drôle. On accueille également Joël Fontana, ah oui, Joël. qui vient d'arriver. Je ne sais pas si Vincent Fontana viendra, parce qu'il est comment on dit, à l'opéra, et c'est vrai, on dit souffrant, elle est malade, quoi. Et donc peut-être il va la filer au lit, je ne sais pas encore, on va voir. Mais c'est que c'est assez miraculeux qu'il joue dans cet état-là, je dois dire. Mais voilà. Ouais. Non, on l'excuse évidemment. Marie-Madeleine, vu qu'on parlait de votre rôle, on a parlé de l'humour, mais en même temps, ce personnage, on le sent tenu par la peur. Moi, j'ai eu cette impression très forte, quoi. On sent qu'elle a peur de quelque chose, et je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez travaillé, et si oui, de quoi a-t-elle peur selon vous? Est-ce qu'elle est inquiète par nature? C'est dans sa nature, ou est-ce qu'il y a quelque chose, un événement peut-être qui l'aurait mise dans cet état-là d'inquiétude constante? Alors, oui, elle est inquiète. Et moi, je pense qu'elle est inquiète de perdre. Donc, elle remplit le vide parce qu'elle sent qu'elle va perdre. Elle sent ce qui va se passer. Elle le dit, je le sais, je le sens, je le vois. Donc, elle sent que tout le monde autour d'elle va disparaître, et elle aimerait les garder. Donc, elle continue à parler pour remplir ce vide, à mon avis. Et voilà, c'est tragique. C'est tragique, mais oui, dit-elle avec le sourire. Non, mais c'est parce que, oui, évidemment, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, on n'en peut plus, mais si on se met à sa place, si on essaie d'imaginer, c'est affreux. Elle sait ce qui va arriver, puis elle essaie d'empêcher ça, mais elle ne peut pas. Elle est heureuse de revoir son fils, mais en même temps, elle ne peut pas non plus le garder avec elle. Elle sait qu'il va disparaître, elle sait que tout le monde va disparaître. Enfin, comme on le sait tous, finalement, mais on espère tous que ce soit le plus tard possible. Et voilà. Elle a quelque chose d'une voyante, c'est vrai. On a l'impression qu'elle en sait plus que les autres, quand même, très clairement. Depuis le début, elle dit, je le vois, je l'ai vu, je le sais. Tu vois pas? Elle lui dit, tu vois pas? Moi, je le vois, c'est clair. Donc, elle sait. Isabelle, vous êtes le personnage le plus perché, je dirais, du groupe. Il y a quelque chose de très beau dans cette espèce de folie, de mal-être, d'insécurité aussi, qui est la sienne. Vous arrivez à nous dire un peu si c'est de ce côté-là que vous êtes allé pour travailler ce personnage, ou si c'était autre chose? Merci. Alors, je ne crois pas qu'on ait recherché ou creusé quelque chose de cet ordre-là. Par contre, alors moi, personnellement, je me souviens dans les différentes choses que tu nous as dites, Denis, très au début, il y a un mot qui a fait un peu tilt peut-être chez moi, c'était qu'elle était un peu illuminée. Mais je sais pas très bien comment expliquer. Ça m'a fait quelque chose. Après, on a essayé de chercher ou d'explorer comment elle se met en rapport avec ces autres gens, puis avec son désir d'être là, cet espace, et puis qu'il y a quelque chose d'étrange, mais je pourrais pas. Je suis désolée, je peux pas vraiment dire précisément.
comment ou pourquoi Non, mais c'est surtout des choses qui sont toujours très concrètes au théâtre. Enfin, je trouve que par exemple, enfin, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'elle avait, elle est jamais tellement à la bonne distance des gens, par exemple. Elle n'a pas ce sens-là. Et puis, si elle a envie, quand elle fait des gestes, ils sont plutôt saccadés. Elle est dans un tempo différent. Les gestes sont un peu différents, plutôt saccadés. Et puis, quand elle dit que c'est agréable de toucher quelqu'un, elle le touche comme une personne malvoyante, parce que c'est sa manière de trouver ça agréable. Et puis qu'elle n'a aucun filtre de politesse classique. C'est plutôt ça qu'il a. Enfin, elle parle comme elle pense comme elle parle. Pour moi, à mesure qu'elle pense, elle dit. Comme les personnages un peu tous, mais quand même d'une manière très caractéristique. Puis je trouve que ça donne beaucoup de contraste avec, avec ses partenaires, mais en l'occurrence partenaire, on va dire entre guillemets, qui passe le plus de temps avec elle, l'homme, qui lui est différent. Et donc je trouve que ça donne du contraste, puis ça lui donne je trouve qu'on peut être, j'espère, fasciné par elle grâce ou à cause de ça, parce qu'elle est pas polie. Voilà, je sais pas comment dire d'autre. Elle n'a pas le filtre classique de la politesse, ce qui la rend fascinante et peut-être exaspérante, ou j'en sais rien, mais en tout cas différente. C'est très simple, c'est pas du tout simple à jouer, pardon. Hein. C'est terriblement difficile, mais c'est des choses aussi très basiques, quoi, concrètes, physiques aussi, souvent. Non, non, mais voilà. Non, mais oui, c'est ça. Enfin, voilà, moi, j'arrive pas forcément à mettre les mots sur ce qui se passe, mais il y a en tout cas, en effet, ce côté. Vous jouez très bien, en tout cas. Filtre, sans convenance, quelque chose d'immédiat. Un peu ingénu aussi, ouais. Quelque chose, exactement. Ouais. Parce que sans filtre. Et à l'inverse, l'épouse, Joëlle, est plus cash. Hein. Elle a aussi un costume plus sec, plus sérieux. C'était un contraste comme ça qui était voulu. C'est une manière de travailler le personnage aussi pour vous. Il y en a plusieurs qui disent. Donc le costume, vous dites ou le personnage, ou la manière d'investir Gru, qui est un personnage très peu présent, hein, qui n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer. Non, mais à la fois, quand elle vient dire un peu des choses hyper... Enfin, quand elle arrive, c'est un peu dans le feu de l'action, disons. Et donc nous, c'était pas mal raconté. C'est la seule qui a un nom. D'ailleurs, on ne sait jamais comment le prononcer, même s'il y a un Norvégien de l'équipe qui nous a initiés, mais je crois qu'on le déçoit encore. Grui, bon. Et donc, c'est la seule qui a un nom, et on se disait, c'est marrant, en fait, c'est celle peut-être qui est la plus rattachée au réel. Et moi, j'ai beaucoup plutôt été dans ce... Ouais. En fait, je me raconte vraiment qu'elle était... Ben voilà, elle a une voiture... Enfin, c'est con, mais vu qu'il y a tellement peu de mots aussi prosaïques dans le texte, ça raccroche à une forme de réel, en fait. Voilà. Et puis le costume, je crois que c'était une volonté de Denis et puis de Isa, qui est la costumière, d'aller sur quelque chose d'assez... il fallait qu'elle soit rattachée au monde de la mère et du père pour être dans cette espèce de solennité de l'enterrement. Elle s'est préparée pour l'enterrement, donc il y a ça, et puis voilà. Elle est plus de la famille que son fils, en fait, au final, quoi. Enfin, oui, que le fils. Et du coup, c'était ça, ouais. Ça fait un groupe, quoi. Là aussi, c'est aussi des fois concret que ça qu'on voit, voilà. On va revenir après sur l'introduction. La petite phrase que vous dites au début, qui n'est pas dans le texte de Jon Fosse, mais je veux bien donner la parole encore à Roland Vouillot, qui incarne le père de famille. Alors, plutôt qu'un Olaf ou Odin scandinave, il y a plus clairement quelque chose je dirais du papy suisse, quelque chose de plus terrien quand même. Chez ce personnage? Oui, évidemment. Quand on joue des pièces comme ça, c'est un peu le cas de toutes les pièces. On est habité encore quelques temps après. J'espère que ce sera le cas aussi pour vous. Et hier soir, j'étais dans mon lit et je revoyais un petit peu la soirée, ce qui s'était passé sur le plateau pendant cette heure et demie-là. Et puis mon parcours, et puis je me suis dit, mais en fait,
cet homme, c'est Jon Fosse. Il s'est mis dans ce rôle de cet homme qui calme le jeu, surtout avec elle, qui est tantôt... Après, quand ils arrivent, il est muet, il est observateur. Puis à la fin, c'est lui qui dit, il faut y aller maintenant, il faut y aller. Il va vers la mort, mais paradoxalement, je crois, il dit, il faut y aller, quoi, il faut vivre. Parce que je crois que dans cette pièce, il y a une putain de pulsion de vie. Même si on est en larghetto, adagio, il y a quand même intérieurement du presto chez ces personnages. Voilà. Denis, tu complètes ou pas particulièrement? C'était très beau. C'est vrai qu'il y a un désir de vie, en tout cas de ces personnages, qu'on sent malheureusement un peu bloqué dans ce cimetière. C'est la seule chose vraiment concrète qu'on ait dans le texte. La seule didascalie qui est donnée, c'est ça se passe dans un cimetière et pas ailleurs. Est-ce que tu veux bien commenter le travail de scénographie que vous avez là? Oui, alors bon, très simplement, en effet, c'est indiqué que c'est dans un cimetière. On pourrait le faire ailleurs, évidemment, mais j'avais envie que ça soit au premier coup d'œil un cimetière de théâtre. Bon, on a regardé beaucoup de cimetières partout, et puis j'avais envie de ces cimetières hyper sobres, très épurés, alignés, comme ça, et qui me semblaient porter une espèce d'élégance, j'espère un peu, mais aussi de tension et de froideur aussi, et qui permettaient des lignes dans l'espace, parce que la scénographie de Wendy Tokwa et Laurent Junot, ils ont désaxé légèrement ces lignes, et du coup ça donne très organiquement des lignes de tension et puis des parcours. Du coup c'est très simple, enfin voilà, l'entrée est là, la sortie est là, on part de là, on arrive là, enfin bon, j'espère que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça donne de la tension tout de suite. Et ça permet c'est une scénographie qui marche beaucoup avec la lumière et qui porte, je crois, qui nous permet, qui donne des vraiment possibles. Et surtout, il faut aussi dire que moi, j'avais envie, non pas par mégalomanie, mais je pense que c'est une pièce très intimiste, mais qui a besoin d'un grand espace. Parce qu'au fond, fondamentalement, on pourrait jouer ça dans un tout petit théâtre, mais je pense que ça a besoin de vide pour que les personnages soient un peu perdus, qu'ils puissent se parler loin, et puis qu'ils soient un peu dépassés par eux-mêmes, par la vie, par les événements, et que ces deux personnages, parce qu'en face, ça se passe quand même presque pendant 1 heure sur un banc, donc on n'a pas besoin de beaucoup de place, a priori, mais sauf que s'il y a tout le vide autour, ou qu'il y a un personnage comme Roland qui est à 15 mètres assis, ça donne une autre tension à tout ça. Et bon, voilà, c'est les bases du travail de scénographie. Et puis après, bon, un gros travail de lumière, de son, etc. Mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi clair, épuré et grand. Un mot peut-être, après je vais donner la parole au public, évidemment. Peut-être un petit mot sur cette introduction qui n'est pas dans le texte, que tu as voulu ajouter. Oui, alors j'essaie de très bref, mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais quand même un petit peu embêté quand il y a du théâtre que à la fois j'adore, mais qui a aucun contact avec le public direct. Théâtre, comme on dit dans notre jargon, de 4e mur. Et je trouve que c'est quand même beau d'installer, même furtivement, un contact avec le public, qu'on fasse pas semblant que vous n'êtes pas là. Et ensuite, je trouvais que j'ai tout de suite eu ce texte qui est, au fond, les premières pages d'un roman de Stephenson qui s'appelle Entre ciel et terre, qui est aussi un auteur nordique, aussi contemporain. Et je me suis dit, c'est beau de dire, oui, peut-être que cette histoire se passait quand on était encore vivant, ce qui sous-entendrait que c'est peut-être des fantômes, ou que peut-être ils sont, ouais, etc. Et que ça nous parle aussi de nous, ou des vies qu'on revit sans cesse, puis plus mystiquement aussi du théâtre qu'on doit rejouer tous les jours. Enfin, et puis la raison aussi beaucoup plus triviale, et quand même pas moins bonne, c'est parce que j'avais envie de voir un petit peu plus Joël aussi. Alors ça suffit pas comme raison, mais ça fait aussi partie des raisons. Je vous donne volontiers la parole. Maintenant, si des questions surgissent, il y a des micros qui peuvent vous être transmis. Ici devant, une première question volontiers.
D'abord, merci beaucoup pour la pièce et puis aussi de rester pour discuter avec nous. C'est génial de pouvoir comprendre plus au sujet de réflexions derrière. On avait une question. On a remarqué, et je pense tout le monde, quand il y a un son de corbeau que vous regardez, et ça amenait quelque chose un peu inquiétant, mystérieux, et on se demandait est-ce que c'était dans le texte, est-ce que c'était un choix, et si c'était un choix, pourquoi s'il y avait comme sens derrière. Bonsoir. C'est pas dans le texte, c'était une idée de Denis, qui est des oiseaux de temps en temps, et puis il y a quelques jours, il m'a proposé de les entendre. Je les entendais un petit peu déjà, mais je ne faisais pas forcément attention. Et voilà, donc c'était une idée de mise en scène qu'on peut relier aussi à cette histoire d'oiseau que la femme raconte au début et qui la touche. Oui, je complète juste. Au début, on avait envie qu'il y ait des oiseaux comme ça de temps en temps, mais pas de manière réaliste forcément. Et puis j'ai demandé à Benoît, ça y est, qui est le régisseur son, de les envoyer que quand il voulait. Donc Isabelle, il y en a ou deux qui sont plus ou moins placés, mais souvent il les met quand il veut. Et, Isabelle a la consigne de tous les noter, comme on dit, de tous les repérer. Même dans des moments importants, du coup, ça donne une espèce de... Les autres doivent attendre qu'elle regarde l'oiseau, parce que je pense que ça fait partie de ce personnage. Je me dis, tiens, en fait, chaque fois qu'il y a un oiseau, elle a envie de savoir lequel c'est. C'est des choses très simples, et je trouve que ça donne une fragilité, puis encore une sorte, pas d'étrangeté, mais de choses très concrètes, et ce qu'on a dit perché ou inhabituel, où elle a envie de regarder, écouter un oiseau, même si elle est en train de... Il y a une personne qui lui dit « je t'aime, je vivrai avec toi toute ma vie », elle regarde l'oiseau, parce que c'est plus fort qu'elle. Je trouve... Voilà, j'aime bien, simplement. Mais c'est vrai qu'elle est rattachée aux oiseaux, avec ces histoires qu'elle raconte au début. Une autre question peut-être, oui. Du coup, bonsoir, merci beaucoup. Je me demandais, j'avais la même question qui vient d'être posée, mais j'en ai une autre. Est-ce que justement ce même personnage qui fait poser plein de questions, je me suis beaucoup demandé si c'est... Plus haut, Benoît, s'il te plaît. C'est bon, vous m'entendez ? Ok. Je me demandais si, pour vous, ce personnage, il serait un peu comme un équivalent de mort ou pas du tout. Parce que, je sais pas, je trouvais ça très intéressant que ce soit la seule qui soit la plus lumineuse dans ses vêtements. Et aussi dans son comportement en général, c'est la plus bizarre et perchée. Et ça marche aussi avec les oiseaux. Je trouvais que c'est plusieurs choses qui collaient. Alors moi, personnellement, je l'aborde pas ou je pense pas à elle comme amenant la mort ou représentant la mort, même si, en effet, c'est ce que la mère voit en elle, peut-être, ou dit qu'elle voit en elle. Mais par contre, il y a mais un peu comme la mère, en fait, une conscience aiguë de la... Enfin, c'est ce que je me raconte, de la mort, qui est au bout du chemin pour tout le monde, et puis... Il y a des gens qui, peut-être, en ont une conscience plus aiguë. Elle fait partie de ces gens-là, je pense. Oui, puis très simplement, elle le dit 15 fois, elle n'a pas envie d'être seule. Enfin, aussi, c'est aussi simple que ça, parfois aussi, mais oui, bien sûr. Oui, oui, puis c'est vrai qu'elle a des habits qui sont tout petit peu plus lumineux, parce qu'elle a quelque chose de... Bizarrement, elle incarne un peu la mort pour certaines, mais il y a quelque chose de contrasté avec les autres, du coup, que j'aimais bien, qu'on aimait bien. D'où aussi la perruque, tout ça qui prend la lumière. Enfin, la perruque, on ne sait pas si c'est une perruque ou pas quand on voit le spectacle, mais on se dit qu'elle est quand même très blonde, quoi. Donc voilà. Mais pour moi, enfin voilà, pour nous, c'est même comme le personnage, il y a 10 minutes, il allait s'acheter une perruque blonde parce qu'il aimait bien ça, parce que justement, elle fait ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit, tout ça. Puis il y a des sortes de, pas de caprice, mais pas, voilà, quand elle décide quelque chose, elle fait tout de suite. Voilà, comme le reste. Non, moi je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié le spectacle, comment vous l'avez fait. Je l'avais vu il y a beaucoup d'années, mais c'était au Louvre que ça a été fait.
Comment? C'était Chéreau, hein, déjà, oui, c'est ça. Alors évidemment, je comparais, j'étais très frappée combien c'était différent. J'ai beaucoup apprécié comme vous l'avez fait. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'action, je trouve que vous avez bien rendu l'action qui est derrière l'action. C'est-à-dire, j'ai apprécié comment au début, ça commençait peu à peu, et puis au fur et à mesure où ça s'accélérait, c'était dans le réel, et peu à peu, on ne savait plus très bien qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Et puis, en s'accélérant, on ne savait plus après s'ils étaient ici ou s'ils étaient là, dans le temps. Alors, ça, c'est l'action dans le temps. Et puis, beaucoup aimé l'action dans les décors, parce que il y avait à la fois ce côté abstrait des colonnes qui font penser à des choses antiques, mais en même temps aux arbres. Et alors, dans le fond, j'ai été frappée de voir comment, au début, on ne voyait pas très bien ce que c'était. Assez rapidement, on a compris que c'était des arbres, mais comment ça devenait de plus en plus précis. Et quand c'était devenu plus précis, ça a commencé à défiler à la fin. Et alors là, je trouvais que tout ça s'alliait dans une action qui était faite par la mise en scène. Et on comprenait que là, l'action, c'était comment nous vivons le temps, comment nous vivons l'espace, comment nous vivons la vie et la mort. Et ça donnait aussi cette impression que je crois qui est à Fosse et qui est à beaucoup, c'est que s'il n'y avait pas cette présence continuelle de la mort et que le temps passe, il n'y aurait pas de vie et que les uns et les autres s'ajoutent. Et alors j'ai beaucoup aimé qu'à la fin, la musique que vous mettez, c'est à la fois triste, mais à la fois c'est une musique allante qui dit oui, il y a les morts, il y a les vivants. Et dans notre mémoire, il y a les bons et les mauvais côtés, les côtés de vie et les côtés de mort. C'est-à-dire comment il y avait un alliage entre tous les détails de la mise en scène avec les feuilles mortes qui tombent à la fin et quand même cette musique, le contraste entre les feuilles qui tombent et cette musique qui est plus vivante, et que ça donnait vraiment une alliance, une continuité. Et alors, dans ce sens-là, je voulais demander dans quelle mesure ça, qui est votre travail et le travail du scénographe, votre travail de mise en scène, dans quelle mesure, pour quelques idées qui me paraissaient parfois extraordinaires, vous avez mis en marche l'imagination de vos comédiens, comme par exemple au début la perruque blonde. Bon, ça la séparait bien des autres dans la famille, donc ça c'était très bien de le montrer, mais elle entre tout de suite avec un soulier en moins. Est-ce que vous avez pensé au soulier au satin de Claudel? Est-ce que vous avez pensé à Claudel dans cette histoire d'un couple qui n'est pas un couple qui est séparé, qui quand même l'est, et à travers le temps, est-ce que c'était une idée à Isabelle? Non, mais elle le fait tellement bien. Non, je n'avais pas pensé au soulier de satin. Maintenant, je vais être obligé de le lire ou de le relire. Je ne sais plus si je l'ai lu, à vrai dire. Mais enfin, voilà. Non, mais c'était très simplement que je trouve que ça lui fait une démarche un peu. Là aussi, c'est très concret, toujours. Ça lui fait une démarche un peu étrange. Et puis faire des déclarations d'amour avec une chaussure au bout du bras, je trouve ça plutôt touchant. Et puis la vie, elle est comme ça, quoi. Il y a des grands accidents. Il y a des petits accidents importants qu'on aura envie de cacher quand il y a des grandes choses qui se passent, ou l'inverse. Et puis ça amène de la simplicité, du concret, de la fragilité, de l'humanité. Et puis c'est aussi simple que ça. Après, là, je me suis demandé aujourd'hui, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de travail très précis, mais il y a aussi beaucoup de choses improvisées. Je me suis demandé si elle allait un jour remettre sa chaussure aujourd'hui. Il a fait beaucoup de... Voilà. Mais au fait, au début, c'est encore plus concret que ça, parce qu'elle avait des talons, donc elle lui faisait une démarche encore plus claudicante. Puis on n'avait plus envie qu'elle mette des talons, mais elle a comment garder l'histoire de la chaussure. Peut-être c'est même un accident de répétition. Je ne sais plus comment c'est arrivé. Et même que ces gestes soient plus saccadés par rapport aux autres qui étaient plus comme ça aussi c'était une idée à vous, mais c'est à vous qui l'avez... Parce que vous avez dit que vous avez laissé assez de liberté pour qu'ils ajoutent comment ils se sentent et comment ils le vivent. Oui, parce dans les gestes. C'est devenu petit à petit, j'ai l'impression d'avoir un peu accompagné des choses que faisait spontanément Isabelle, et de les renforcer un peu avec elle, simplement, je crois. Mais je crois que c'est comme ça. Mais c'était magnifique. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ?
Alors, si ce n'est pas le cas, merci à tous et toutes, aux comédiens, aux comédiennes et aux metteurs en scène pour cette rencontre et à vous aussi. Très bonne soirée. Si quelqu'un a envie de poursuivre informellement au bar, nous serons là, enfin en tout cas quelques-unes d'entre nous. Sinon, bonne fin de soirée, merci beaucoup.